le titre, la nostalgie heureuse, il y a un mot japonais pour expliquer ça. Natsukashi. Voilà, je n'arriverai jamais à dire ces choses-là. Et c'est très amusant parce que rien qu'à travers ce mot-là, on comprend le décalage immense qui peut y avoir entre un occidental et un oriental, j'ai le sentiment. Et particulièrement avec un japonais. Et c'est là que c'est mon humiliation. Parce que donc je retourne au Japon, il y a le chien qui s'amène, au printemps 2012, et je veux épater tout le monde en montrant comme je suis japonaise, et surtout les gens du documentaire pour vraiment qu'ils sentent à quel point je suis japonaise. Et puis vient ce moment où l'interprète s'en mêle et j'explique aux gens que je suis nostalgique et j'entends l'interprète qui traduit sans cesse par nostalgique. Et je me dis, mais cet interprète se moque de moi, à qui croit-il avoir affaire? Puis je commence à lui faire la leçon en lui disant, mais quand même, pourquoi dites-vous nostalgique alors que vous savez très bien qu'il faut dire Natsukashi? Et là, l'interprète me regarde avec un grand sourire en disant, ah non, je regrette, chaque fois que vous prononcez le mot nostalgique, vous avez l'air malheureux, vous faites donc allusion à la nostalgie occidentale et non à notre nostalgie qui est un sentiment heureux. Et là, je me dis, mais voilà pourquoi ça n'a pas marché, voilà pourquoi je suis une japonaise ratée, c'est parce que je n'avais pas compris que la nostalgie devait être un sentiment heureux. Et c'est mon premier exercice de nostalgie heureuse. C'est très difficile. La nostalgie, chez moi, c'est pas une petite chose, c'est la base de ma vie. À l'âge de 5 ans, on m'a arraché au bras de ma nounou japonaise que j'aimais autant que ma mère. Tu m'en veux pas. Hein. C'est rude, hein, là, les 5 minutes. Et ce jour-là, j'ai eu le cœur tellement brisé que j'ai décidé que j'étais une personne nostalgique et que c'était ma définition et que ça allait gouverner ma vie et que c'était comme ça que j'allais rester japonaise. Comme quoi, même à 5 ans, alors qu'à l'époque, j'avais toutes les raisons de penser que j'étais japonaise, même à 5 ans, j'étais déjà une occidentale. C'est terrible. Et j'ai passé toutes les années qui ont suivi, faites-moi la grâce de ne pas dire combien d'années se sont passées depuis mes 5 ans, à me construire sur ce sentiment que je croyais japonais, pour découvrir, combien d'années plus tard, que je m'étais trompée de notion. Donc, c'est pas un petit changement pour moi d'apprendre la nostalgie heureuse, c'est un retour aux fondamentaux. J'ai de nouveau 5 ans et je dois apprendre qu'en fait, c'est pas triste que ce soit fini. C'est un changement radical. On vit tous en Occident dans l'idée que c'est triste que ce soit fini. Même si c'était heureux, c'est triste parce que c'est fini. Eh bien non, il faut voir les choses autrement. C'est fini, mais c'est pas triste que ce soit fini. Et donc, pour parler du Japon, la question qu'on se pose avec ce livre-là, c'est est-ce qu'il faut le quitter plusieurs fois, Amélie? Est-ce qu'il faut l'avoir quitté et l'avoir pensé plusieurs fois, être revenu requitter? Vous voyez, c'était ça l'idée. Oui. Vous ne savez pas à quel point vous avez raison. Bon, de toute façon, c'est une vérité générale pour l'amour. Que ce soit l'amour d'un être, que ce soit l'amour d'un lieu, que ce soit l'amour de quoi que ce soit, il faut le quitter. On ne mesure l'amour que en situation de séparation et surtout de séparation cruelle. Donc ça, c'est une généralité. Ça ne veut pas dire que cette séparation doit être éternelle, mais il faut au moins avoir pensé que cette séparation pouvait être éternelle pour qu'on puisse mesurer l'intensité d'un amour. Mais c'est encore plus vrai pour le Japon. Parce que le Japon, même si j'ai fini par comprendre que sa nostalgie était heureuse, ce qui est très difficile, c'est quand même... Bon, c'est pas le pays du bonheur, le Japon. Disons que le bonheur au Japon, c'est autre chose. Le bonheur au Japon doit passer aussi par le déchirement. C'est carrément un concept esthétique au Japon. Il faut savoir qu'en littérature japonaise... Oh, elle a soif, c'est mignon. En littérature japonaise, une œuvre n'est considérée comme parfaitement belle que si sa fin est vraiment profondément malheureuse. C'est pas un concept de bon goût, c'est un concept esthétique. Vous avez toujours eu ce goût pour le goût? Oui, certainement. Depuis que j'ai 18 ans, même un peu avant, je cuisine. Aussi bien bon, j'ai commencé par la pâtisserie, mais maintenant, je me suis étendue à tout. Et non seulement j'adore faire la cuisine, mais j'adore en parler. Et vous avez beaucoup de chance aujourd'hui que j'ai une extinction de voix, parce que sinon, je serais intarissable. Ça doit être quand même pas si facile que ça de réaliser ces ouvrages, parce qu'évidemment, ces marques doivent tenir à leur image de marque. Et ce que vous proposez ou les recettes qui sont proposées doivent sans doute tenir compte de cette vitrine-là. Il faut sans doute faire attention à plein de choses. Oui. Écoutez, je crois que j'ai eu beaucoup de chance ou un bon instinct. Peut-être que ma gourmandise m'a dicté un très bon instinct. C'est que
dans 99% des recettes, j'ai tombé juste pour leur image. 2 ou 3 ont dû être un peu modifiées parce que et je les comprenais. Il y avait certaines recettes où la praline était fondue et ils ont un peu tiqué parce qu'ils disaient on ne reconnaît plus notre praline. Et en même temps, je me disais mais c'est bon comme ça. Et alors, en même temps, je me suis dit si on prenait un de tes gâteaux et qu'on le jetait contre le mur en faisant de la bouillie, tu ne serais pas contente non plus. Donc... On comprend qu'il y ait une petite... Parce que ce qu'on peut pas... Mais vous le regarderez en feuilletant l'ouvrage, c'est qu'il y a des photographes qui travaillent sur ces ouvrages qui sont absolument extraordinaires parce que ça sent le chocolat et ça sent le biscuit, quoi. Il y a vraiment un énorme travail réalisé au niveau de l'iconographie, quoi, mais pour donner envie. J'ai eu la chance d'assister aux 2 shootings parce que pour la petite histoire, pour les livres de cuisine, d'habitude, l'auteur ne fait jamais les plats. C'est une tierce personne, un tierce cuisinier ou pâtissier qui fait les recettes. Mais là, il se trouvait qu'on était en panne de cuisinier. La pâtissière de chez Delac n'avait pas le temps. Chez De Godiva, ils sont submergés. C'est des gens qui ont un agenda de stars, qui va sur 5 ans, ils voyagent tout le temps. Donc, c'est pas le chef chocolatier. En plus, ils font du chocolat, ils font pas de la pâtisserie. Donc, on m'a confié la tâche de faire les recettes. Et du coup, j'étais avec les photographes et les stylistes, parce que c'est un autre métier. Le photographe fait la photo, mais le styliste fait la mise en scène. Donc, il y a une équipe incroyable. Et donc, en même temps, j'apprends beaucoup, parce qu'il y a des choses qu'on prend en photo, pas de la même manière que quand moi, je le disposerais sur une table.